Voilà, nickel. Alors bonjour à tous, rebonjour à tous. On va faire là la deuxième partie de la vidéo. En fait, on n'avait plus de batterie, donc ça a coupé et on va passer à l'autre moitié à peu près du jardin. Je vais vous expliquer, raconter plein de trucs. On s'était arrêté ici où je vous avais parlé donc du prunier et on va continuer cette visite toujours dans l'idée de faire un live là dans les 10-15 jours qui viennent. Je vais faire un live, je mettrai l'info sur YouTube. Semaine prochaine, il fait pas beau, mais je pense peut-être que fin de semaine prochaine ou semaine d'après, voilà, ça pourrait être sympa de faire ça. On est le combien? On est samedi, doit être le 7 là, c'est ça, non? On est le 8, samedi 8 mai. Allez, c'est parti, on continue. On était sur le prunier là qui est juste devant ma serre et vous voyez que juste à côté dans les associations végétales, on a par exemple ici de la sauge, la pulmonaire ici, la pulmonaire qui est une plante aussi médicinale et esthétique. Elle a des vertus, ses feuilles sont utilisées pour les poumons, pour la toux et aussi c'est une plante mellifère qui va attirer pas mal de pollinisateurs. Attention, juste derrière, vous voyez, il y a aussi des plantes toxiques. Là, on a une plante qui est toxique. Je l'ai plus là de tête. Son nom, celle-ci, attention. Hein. Je la garde parce qu'elle est quand même esthétique. Elle est plutôt jolie. Si on va voir juste là à côté, vous voyez, je laisse des tas de bois aussi dans mon jardin. Alors on pourrait se dire, ah c'est ça, il y a du bois qui traîne et tout ça. Mais en fait, il y a une utilité. Hein, le tas de bois, vous savez, si on veut avoir un écosystème fonctionnel, un écosystème durable, il faut diversifier les habitats. Alors pour diversifier les habitats, ça veut dire qu'il faut des tas de bois, des tas de pierres, il faut des points d'eau, etc. Et ça va nous permettre d'avoir un écosystème résilient, le plus durable possible. Et quand on a une problématique qui apparaît dans notre espace, c'est par exemple un ravageur, la solution va apparaître par la biodiversité. Par exemple, dans la gestion des limaces, la gestion holistique des limaces, là, le fait que j'ai un tas de bois, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va attirer les carabes, et les carabes, c'est des prédateurs des limaces dans le jardin. Juste à côté, qu'est-ce qu'on voit? C'est une gestion différenciée qui est appliquée dans le gazon, c'est-à-dire qu'ici, je ne tombe pas partout le gazon de manière uniforme, je laisse des végétaux s'exprimer. Là, vous avez donc le canthémum, c'est des marguerites qui s'expriment dans le jardin. Alors, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment des explosions c'est des petits soleils, en fait. Vous voyez, ça fait comme un petit soleil. C'est une famille des astéracées, la famille des astéracées avec une inflorescence. Là, en fait, c'est un ensemble de fleurs avec des ligules et des tubes. Donc, une fleur composée ou radiée. Je vous avais montré la serre de l'autre côté la dernière fois. Vous voyez, depuis mercredi, ça a poussé. C'était le 3 ou le 4, je sais plus. Ça a encore poussé. Les tomates, elles ont grandi. Et je vous avais parlé que j'avais des problèmes avec les zips sur la serre. J'ai le voisin qui est passé. Là, il m'a mis un peu de lubrifiant et ça a permis de régler un peu le problème des zips qui s'abîment. Donc, il faut qu'on le fasse aussi de l'autre côté. Là, juste ici, j'ai des carottes que j'ai implantées. Là, il y a une tour d'énergie. Je vais vous montrer plutôt là-bas. Les tours, je les ai par deux en mode cathédrale. Je vais vous montrer ça. Si on revient par là, peut-être une vue là, d'ici, tu vas voir. Si on revient par ici, peut-être une vue de loin, là, comme ça. Si vous voyez dans mon gazon, j'ai un qui serpente tout du long. Je fais de la gestion différenciée. La gestion différenciée, qu'est-ce que c'est? C'est que, en fait, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas tondre partout le gazon. Il y a des endroits où je vais laisser l'herbe s'exprimer. Là, par exemple, j'ai fait une sorte de serpent. C'est de la gestion différenciée, c'est-à-dire que ici, dans cette bande enherbée, j'ai plus de végétation qui va s'exprimer. Je vais avoir de la diversité végétale différente du gazon tondura. Par exemple, là, du trèfle. Le trèfle, il va attirer aussi les abeilles, il va attirer des pollinisateurs et donc ça va augmenter la diversité aussi d'insectes. Alors quand on fait faire un jardin, c'est aussi faire preuve un peu d'art. Hein. Quelque part, on est des artistes, hein, c'est-à-dire que on va faire des tableaux en 3 dimensions, même en 4 dimensions. C'est-à-dire que on va faire en 3 dimensions avec des formes, des hauteurs. On va utiliser le volume, mais la 4e dimension, c'est aussi une échelle de temps, c'est-à-dire que ces tableaux vont évoluer au fur et à mesure de l'année sur les saisons, mais aussi
au fur et à mesure des années qui passent. Voilà, donc on exprime sa créativité. Et là, on le voit dans le gazon sur ce que je viens de vous montrer. Juste à côté, on va aller voir une petite association végétale. Ici, vous avez donc, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre, je vous ai montré hier, la dernière fois, je vous avais montré un pommier qui avait les branches plutôt qui montaient et je voulais avoir les branches un peu plus ouvertes et donc je voulais y mettre des poids pour donner à l'arbre la forme que je souhaite. Ici, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, vous avez un Acer negundo flamingo. Alors, l'Acer negundo flamingo, c'est un érable crevette. Celui-là, je l'adore en fait. Pourquoi? Parce qu'il est super esthétique. Il a des pousses, des nouvelles pousses en forme de crevette. On va voir ça un peu tout à l'heure en zoom. Et en fait, pour avoir cette forme en plateau, justement, ici, j'ai mis des poids. Vous voyez, au début, quand il n'avait pas les branches dures, et les poids ont permis de garder cette forme. Et une fois que la branche a assez durci, j'ai juste eu à enlever les poids et ça a permis d'avoir cette forme en plateau. Alors un peu à l'instar des arbres têtards, vous savez, les arbres en bord de champ qu'on taille tout le temps à au même endroit, on fait une trogne. Je lui ai donné l'architecture finale voulue, c'est-à-dire que je veux pas qu'il grandisse plus pour pas faire trop d'ombre. Et tous les ans, je taille les nouvelles pousses au niveau des charpentières que j'ai créées. Voilà, et ça me permet d'avoir un végétal esthétique qui ne prend pas trop de place parce que normalement, cet arbre-là, il monte à plusieurs 5-6 mètres de haut facile et ça ferait trop d'ombre en dessous. Vous voyez que en dessous, j'ai la possibilité d'avoir des végétaux qui s'expriment aussi au niveau esthétique, par exemple avec de la sauge de Jérusalem, la Phlomis fruticosa. Mais je vous montrerai ça un peu plus tard dans l'année quand tout sera en fleurs. Vous voyez, vous verrez, ce sera super joli. Là, qu'est-ce qu'on a? On a du fenouil, le fenouil super bon aussi avec le poisson. Et à côté, on va parler de la mare maintenant. Au niveau de la mare, alors c'est super bien dans le jardin. Pourquoi? Parce que c'est même indispensable en fait d'avoir une mare dans les jardins parce que ça va attirer tout un tas d'oiseaux qui vont venir boire. Ça va attirer aussi des amphibiens, des batraciens. Vous aurez par exemple des grenouilles qui vont venir bioréguler votre écosystème. Vous aurez des libellules aussi. Les libellules, elles vont venir chasser tout un tas d'insectes aussi. Elles vont bioréguler dans le jardin. Je vais vous en parler un peu des libellules à côté des iris, juste à côté. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je suis à côté je suis un peu à l'étroit là, mais ça va. Je suis à côté d'un papyrus. Alors, Cyperus papyrus. Le papyrus, c'est une plante que j'adore. Il est originaire d'Égypte. Vous en avez en Égypte, il y a plus de 200 espèces, je crois. Et en fait, donc, plante de la famille des Cyperacées avec une tige triangulaire. Le papyrus, comment il se multiplie? Il a ses feuilles comme ça qui vont toucher. Hop, j'ai peut-être le micro. Il a ses feuilles comme ça qui vont toucher l'eau. Et en fait, au niveau de l'eau, il y a des racines qui vont se faire et on a un nouveau plant de papyrus qui va se développer et on va avoir un clone en fait. Le papyrus, il se déplace comme ça, il se reproduit par multiplication végétative. En fait, dans la reproduction des végétaux, on a la multiplication végétative ou la multiplication sexuée. Sexuée, c'est-à-dire qu'on va faire appel aux organes reproducteurs et végétative, c'est des clones en fait. Vous avez les végétaux qui vont se reproduire par clone, un marcottage par exemple, ou lui-même peut le faire aussi avec du bouturage. Papyrus, Cyperus papyrus, qu'on utilise, vous savez, les Égyptiens utilisaient pour faire les fameux papyrus. Alors juste là-bas, si on prend un peu de recul par ici, je vais vous montrer ça. La plante qu'on a, ah oui, là c'est un petit zoom sur ce que je vous ai montré, l'Acer negundo flamingo. Comme végétaux que j'ai ici dans ma mare, en fait, j'ai l'iris. Ah, c'est génial parce que on va vous le montrer en direct. Mais dans l'iris, on a ici, regarde si tu peux venir voir là, montrer. Là, derrière, tu vois là, ça c'est une larve. Hop, tu la vois la larve? Elle est là, ouais, génial. Voilà. Alors ça, vous voyez, c'est une larve en fait de libellule. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la libellule, l'hiver, elle meurt. Elle meurt, il faut appuyer de temps en temps comme ça. La libellule, elle meurt, en fait, elle passe... Je vais un peu vite, je reviens en arrière. Là, vous avez vu une libellule sur l'iris. Qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que l'hiver, la libellule, elle va geler. Donc, c'est sa larve qui va survivre au fond de l'eau. Au fond de l'eau, les larves vont passer l'hiver et au printemps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles vont remonter le long des feuilles des iris
elles vont faire le genre de nymphe comme ça. Et puis après, la libellule, elle va sortir de sa nymphe, elle va déplier ses ailes. Alors, elle est vulnérable, je sais plus, c'est plus ou moins une demi-heure où elle va laisser sécher ses ailes. Et puis ensuite, elle va s'envoler comme ça et puis elle va faire sa vie dans votre jardin et autour de votre jardin. Et donc la libellule, ici c'est génial parce que j'ai des libellules jaunes, bleues, vertes, rouges, il y a vraiment toutes les couleurs, c'est vraiment Alice au pays des merveilles, c'est super esthétique aussi en journée. Vous avez aussi la vie, la faune, les insectes qui amènent de l'esthétisme dans un jardin. Et là on a l'iris d'eau, l'iris pseudacorus qui permet donc à la libellule d'être ici et de, vous voyez, sortir de l'eau pour se nymphoser, d'où l'importance aussi d'avoir des plantes hautes dans sa mare. De plus, l'iris, vous voyez, il a une jolie fleur esthétique, hein, fleur jaune, qui apporte de la couleur au printemps. Autre fleur, on voit ici le nénuphar, Nymphaea alba, nénuphar d'eau qui fleurit au printemps. Alors elle est vraiment magnifique celle-ci. Et juste là, la mare de l'avoir en point central dans son jardin, c'est bien parce que vous allez pouvoir la connecter par exemple aussi avec votre gouttière et donc récupérer l'eau d'une manière centrale et dans le jardin. Là on a un jonc, vous voyez que j'ai laissé pousser une plante sauvage, un hibiscus d'eau qui va pousser bientôt, je vous le montrerai plus tard, hibiscus d'eau qui est super esthétique. Là, ça va. Là, qu'est-ce qu'on a? C'est que la mare, pour imperméabiliser, j'ai utilisé en fait une bâche EPDM. C'est une bâche qui m'a permis d'imperméabiliser le sol et de créer cet écosystème. Aussi, on peut utiliser de la bentonite, de l'argile, qui va permettre d'imperméabiliser le sol. Juste au-dessus de ma mare, encore au niveau végétal, j'ai un églantier, un Rosa canina. Là, c'est une plante sauvage, vous voyez, qui nous fait cette floraison magnifique au printemps à 5 pétales. Et en fait, il est super l'églantier aussi parce que il fait des petites boules rouges, c'est ses fruits, les cynorrhodons. Les cynorrhodons, ils sont riches en vitamine C. Et la vitamine C, c'est bon pour nous aussi. Et certains, ils en font de la confiture de cynorrhodons. Juste à côté, attention, une plante toxique. Vous avez le sumac de Virginie, rustifina. Voilà. C'est pareil pendant le direct. Vous pourrez poser plein de questions sur la mare et je répondrai au maximum de mes connaissances. Vous voyez, je parlais de la plante antitope Forbia latiris tout à l'heure, qu'on utilise en purin pour faire partir les topes. Moi, j'ai une taupe ici, vous la voyez en direct, hein, mais elle me dérange pas. Tous les ans, elle me fait 2-3 trous par-ci, par-là, et j'enlève la terre et je m'en sers par exemple pour faire les semis ou je la mets à d'autres endroits. Et puis, en fait, ça me dérange pas tant que ça. Hein. On va continuer. Ah ouais, j'ai une super beauté là que je voudrais vous montrer. L'encolie. Ah, je me souviens d'une des premières plantes que je vous ai montré toute là-bas qui était toxique, c'était la pervenche, la vinca. Là ici par contre on est sur une encolie, vous voyez, il faut peut-être appuyer sur l'écran, génial. Alors super belle, c'est une des beautés du jardin là, j'adore. Ça a zoomé? Il faut, hop là, là, voilà, super belle. Encolie, Aquilegia. La plus connue, c'est l'Aquilegia vulgaris, c'est la violette, hein, qui pousse aussi de manière naturelle. Je la vois aussi de manière naturelle pousser. Si on avance, là, ici, j'ai des parcelles de culture. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah ouais, alors là, vous voyez, il y a le chardon-marie et le cardon. Chardon-marie et cardon qui sont de la même famille des astéracées. Elle, je l'ai découvert cette année. Elle pique. Apparemment, les feuilles seraient comestibles et elle aurait des vertus pour le foie aussi. Et juste à côté, le cardon qui fait des carnes et on mange aussi les bords ici. Il monte plus haut que l'artichaut. Et qu'est-ce que j'ai juste au pied là? J'ai une parcelle de culture où j'ai fait en fait avec les graines à Richard, j'ai fait un mélange de graines de betterave, radis, mâche, salade et que j'ai jeté à la volée. J'avais l'impression de faire un gâteau et puis après j'ai passé un petit coup de râteau vite fait pour les recouvrir et donc je vais voir comment ça évolue. Ce qui est bien ici, c'est que c'est un jardin pédagogique aussi, donc je peux faire plein d'expériences différentes. J'ai déjà fait pousser les radis et les betteraves en ligne et là j'essaye plutôt en mélangeant les graines et en semant à la volée et voir en fait qu'est-ce qui va pousser, à quel endroit ça va pousser. Et l'avantage de cette technique pour l'instant c'est que ça prend moins de temps. Je vais voir ce que ça va donner par la suite, on pourra suivre tout ça. Juste devant, vous avez la bourrache, je l'avais déjà montré dans une autre vidéo.
La bourrache ici, Borago officinalis. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle a des jolies fleurs aussi, elle est hyper mellifère. Ça attire plein de pollinisateurs. Et en plus, elle est comestible. Hop, miam miam. Ouais, ça se mange. Alors, on se balade dans le jardin. On mange aussi des petits soleils, ça c'est un petit soleil. Hein. Hop, de la couleur, de l'odeur, du goût. Et c'est bon, hein. Super bon. Juste à côté, on a quoi là? C'est des fèves. Fèves qui sont mélangées avec du topinambour qui repousse des années précédentes. Qu'est-ce que je fais? C'est que souvent à l'automne, pour pas galérer en fait, avant de mettre le paillage, je jette des graines à la volée. Par exemple, je vais jeter des fèves ou des petits pois. Et ça pousse super bien. Après, je mets le paillage par-dessus et hop, ça pousse sans faire de lignes droites et les planter les unes graines les unes après les autres. Et ouais, voilà, faut que j'en récolte, j'en ai un peu dessous. Je vous ai montré un des chardons-marie là. Vous en avez d'autres ici. Eux, ils sont super jolis. Alors moi, je fais 1m70, donc vous imaginez leur taille là. Ils ont bien poussé avec la fleur d'astéracée. Alors les chardons qu'on trouve dans la nature, vous avez les chardonnerets qui ont besoin aussi des chardons et pour manger ces graines. Juste au pied, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une petite tour d'énergie. Je vous ai montré un gros tube là-bas. Je vais vous montrer le mode cathédrale qu'on a juste à côté aussi. On a 2 tours implantées dans le jardin là-bas. Là, c'est une mini tour d'énergie. Elle m'a été donnée par Yannick Van Dorn en ciment basalte. C'est du basalte à 12 000 micro CGS. Alors, je l'ai mis ici pour que cette tour, elle interagisse avec cette parcelle-là. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, vous avez le champ magnétique terrestre. Il va taper cette tour et il va créer un dôme magnétique dans le sens du champ magnétique terrestre, de comment il se déplace. Et en fait, du coup, là, je l'ai mis pour qu'il interagisse avec cette parcelle. Le chardon-marie, j'avais jeté des graines à la volée aussi à l'automne, des mélanges de graines, et c'est lui qui s'est développé dans cette parcelle. Alors, je me dis en fait que si c'est lui qui pousse ici, c'est que le contexte lui a adapté et qu'il va m'apporter des bienfaits dans cette parcelle. Par exemple, je sais que les chardons, ils ont des racines pivots profondes, donc peut-être que cette parcelle, elle avait besoin d'être décompactée en profondeur. Alors lui, il y pousse et il va faire le travail qui doit y être fait. Peut-être, c'est ce que je me dis en fait. Donc quand il aura fini de fleurir, de faire ses graines, je vais le couper, je vais le laisser sur le sol et je vais planter d'autres légumes à la place. Voilà, juste au-dessus, on a des pruniers, toujours avoir des fruitiers comme je l'ai dit, et ça permet d'avoir des productions supplémentaires avec le poulailler là que mon père il a fait. Juste ici tout le long, j'ai des parcelles de culture qui vont être investiguées. On est qu'au début, vraiment on est début mai, il va falloir que je mette plein de légumes partout. D'ores et déjà derrière on voit, ici il y a les patates qui commencent à sortir, les pommes de terre. Alors on a l'eau là qui arrive. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est des pyramides. Alors, on fait des expériences avec les pyramides, avec la géométrie sacrée, avec le nombre d'or, les constantes mathématiques universelles qu'on retrouve dans la nature au niveau du microcosme et du macrocosme. Alors, la pyramide, celle-ci, elle est basée sur les proportions de la pyramide de Khéops. C'est-à-dire que pour avoir les proportions, j'ai un angle particulier ici à 51 degrés et quelques. Et pour avoir la longueur de mon arête, je multiplie la base par 0,9522. Et j'ai la longueur de mon arête. La pyramide, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une antenne. Hein. Quand vous êtes dans votre voiture, que vous voulez capter la radio, vous avez les ondes, elles sont partout autour de vous, et vous avez l'antenne sur votre voiture. Donc les ondes sont partout, vous avez l'antenne dans une certaine proportion et des certains métaux, et vous devez la régler pour bien capter la radio. Mais ici, en fait, c'est pareil, c'est une antenne, mais on veut capter fréquence terre, fréquence univers, hein, et on utilise la géométrie sacrée, le nombre d'or, c'est des constantes mathématiques universelles qu'on retrouve dans la nature, comme je l'ai dit. Et alors, là, ces dernières années, on a eu des recherches scientifiques qui sont tombées sur la grande pyramide de Gizeh. Ils ont démontré qu'elle concentrait des ondes électromagnétiques. Et on a aussi une thèse là qui a été faite aux États-Unis où elle a testé sur 1800 graines avec pyramide à cuivre, avec pyramide en bois et sans pyramide, et elle a montré qu'il y avait des influences des pyramides sur la croissance et le développement des végétaux. Alors l'objectif là, c'est d'expérimenter avec les plantes, hein, voir donc les influences sur la croissance, la germination, la résistance aux maladies. Et avec un agriculteur, par exemple, ce qu'il peut faire, c'est mettre son tas de semences à l'intérieur, le dynamiser, en fait, dynamiser ses graines avec ses ondes électromagnétiques, et après planter dans le champ et voir les interactions sur les végétaux. À la manière d'anciennes cultures et qui allaient à certains endroits des pyramides, à certaines périodes de l'année, pour dynamiser leurs semences avant de la mettre dans les champs. C'est comme
c'est comme les Indiens Hopi, hein, c'est encore autre chose, mais c'est lié, c'est sur les anciens savoirs. On avait des anciens savoirs qui étaient harmonieux, qui prenaient en compte la nature, doucement, doucement. Et les Indiens Hopi, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils allaient dans leur champ de maïs avec une flûte. Je sais pas si on m'entend parce qu'il y a loin derrière. Ils allaient dans leur champ de maïs avec une flûte et ils jouaient de la flûte dans leur champ. Pourquoi? Parce que pour eux, le fait qu'ils jouent de la musique, ça aidait les végétaux à pousser. En fait, ils avaient des liens comme ça qui sont un peu moins connus aujourd'hui, mais qui existent toujours. Là, pareil, je vais mettre tout un tas de légumes et on voit l'oie là qui vient. Alors, qui dit? Il dit bonjour. Il dit bonjour. Oui. Alors lui, très bon gardien. Oui. Il garde les arrosoirs. En fait, les arrosoirs, c'est ses copains. Mais malheureusement, il avait un copain. Doucement. Il avait un copain qui s'est fait manger par le renard. Et le renard, enfin, je rigole, mais c'est pas marrant. Le renard, il est venu un soir. Et il était en train de l'attraper. Il voulait le bouffer aussi. Et donc, heureusement, je l'ai entendu. Je suis sorti et je l'ai sauvé. Et donc là, malheureusement, il se sent un peu seul et ses copains, c'est les arrosoirs et il les défend. Doucement, doucement. Oui, voilà. On va aller là-bas, je vais vous montrer 2-3 trucs. Ah oui, ici, on va venir par là, je vais vous montrer l'engin. Vous avez quoi? Voilà, si tu peux rester par là-bas, je vais montrer comme ça. Vous avez quoi? C'est la grelinette. Alors la grelinette de Monsieur Grelet. Quand on fait en permaculture, on ne retourne pas la terre, comme vous savez, on fait des paillages, on s'inspire de la nature, on va pas retourner la terre. Par contre, si on veut l'aérer à certains moments de l'année, on va utiliser cet engin qui est une grelinette qu'on va faire rentrer dans le sol et faire des va-et-vient comme ça pour faire rentrer l'air sans retourner le sol, sans déstabiliser l'écosystème sol. Alors ça je l'ai fabriqué à l'époque où on a fait la fendeuse, donc elle a quand même, elle doit avoir 6 ans. Vous voyez, elle est un peu abîmée, faudrait que je ressoude, faudrait que je remette un fer-tort ici. Je peux conseiller quand même de faire ça. Sauf que je conseillerais de doubler les fer-tors ou de prendre du gros fer-tort. L'avantage avec ce système, c'est que vous avez une grelinette pas chère. Il faut savoir souder et avoir un peu le temps et vous acheter du fer-tort. Parce qu'une grelinette, c'est cher, hein. On en a qui fait ça à 60 € et plus, ça fait quand même un sacré budget, hein. Donc là, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du fer-tort et il y avait 5 dents et ça me permettait comme ça d'aérer mon sol. Maintenant, quand vous faites des paillages, plus vous faites de paillage, moins vous avez à utiliser cet engin parce que la vie du sol, naturellement, va rendre votre terre meuble. On pourra parler de ça aussi dans le direct ou de bien d'autres choses, hein, mais il y aurait encore autre chose à dire. Là, si on voit la parcelle de culture, par exemple, si, hop, vous voyez, donc j'ai mon paillage, et puis je creuse, je rentre la main, vous voyez comment ça rentre. C'est hyper meuble. J'avais un caillou là, ça m'a fait mal un peu au doigt. Mais c'est hyper meuble, voilà. La terre, elle est belle, elle est bien grumeleuse, et c'est super, quoi. Là, je vous avais dit que je voulais vous montrer les tours. Donc ça, c'est quoi? C'est les fameuses 2 tours d'énergie remplies de basalte, comme je vous expliquais dans la première vidéo de ce grand tour du jardin. Quand vous en mettez une, c'est le mode église. Quand vous en mettez 2, c'est le mode cathédrale. Donc là, ça fait un dôme magnétique qui est partout dans mon jardin. Quand je l'ai posé, ça pulsait. J'ai senti... En fait, oui, c'est vrai que quand l'électroculture, c'est voir la nature sous l'angle électromagnétique, énergétique, les influences entre le vivant et l'environnement. Et de là, nous, on va utiliser des systèmes avec des métaux, des aimants, de la cire d'abeille, des roches volcaniques, de la géométrie, etc. pour capter ces ondes électromagnétiques et interagir avec les végétaux pour augmenter la croissance, la germination et la résistance aux maladies. Alors, c'est un savoir qui est très ancien, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et là, en fait, quand on parle de ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu différent, les énergies et tout ça, on comprend pas trop, mais il y a quand même de la science sur le sujet, on peut en parler d'une manière scientifique, et aussi on peut ressentir tout ça. Par exemple, je vais parler un peu de ma vie, mais voilà, je fais du kung-fu, donc ça fait quand même j'ai commencé le kung-fu il y a 9 ans peut-être, 9-10 ans, et j'en ai fait aussi à Paris. Quand j'en faisais à Paris, ils nous faisaient faire des postures, alors on se mettait dans une certaine posture, voilà, il y en avait plusieurs, mais voilà, il fallait être détendu, on avait des postures, on restait une demi-heure
comme ça. Il y en avait d'autres, il restait 1 heure. Enfin, il y avait voilà, différents temps de posture et différentes postures. Et on faisait ça 2 fois par semaine. Alors moi, la première fois que je suis arrivé là-dedans, c'est vrai que j'avais jamais fait ça. Et puis, on peut trouver ça bizarre. On peut se dire, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils restent immobiles? Ça sert à quoi? Mais à force de le faire, moi, j'ai mis déjà 2 mois à me relâcher parce que je suis plutôt tendu. 2 mois à me relâcher. À force de le faire, voilà, ça vous développe l'ancrage, vous êtes beaucoup plus ancré. Et ça, moi, ça m'a développé un genre du magnétisme dans les mains. J'ai du magnétisme dans les mains et on peut ressentir comme ça les champs d'énergie émis par les plantes ou les champs d'énergie émis par nos systèmes. Donc, on peut faire des liens en fait avec ce que faisaient les Chinois, par exemple, et au travers de ces arts martiaux où ils développaient aussi le chi, l'énergie interne, pour mieux s'ancrer, être mieux connecté à l'environnement. Là, je fais un petit parallèle pour expliquer en fait que voilà, l'électroculture, c'est aussi le ressenti, mais les plantes aussi, hein, il faut être sensible et faire preuve de ressenti, comme je le disais. Et là, j'ai mis 2 tours assemblées, donc le champ magnétique, il est encore augmenté, c'est pareil. Il y aurait beaucoup de choses à dire, je vais m'arrêter là-dessus pour pas faire quand même une vidéo trop longue. Si on continue là sur cette parcelle de culture, j'ai des végétaux aussi utiles. C'est super de mettre de la consoude à côté de vos parcelles, et la consoude qui soude de la famille des Boraginacées. Boraginacées, en fait, qui a une inflorescence en queue de scorpion, hyper mellifère. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle a les racines qui vont en profondeur. Donc, elle va récupérer le potassium, par exemple, qui se lessive. Et vous allez pouvoir le remettre dans le circuit en paillage. Et vous apportez du potassium quand vous faites du paillage avec la consoude. Donc, vous voyez, là, j'ai mes salades et mes choux. Si je veux leur apporter un peu d'engrais, hop, je mets mon paillage par-dessus et ça va leur apporter des nutriments naturellement. La consoude. Alors quand on se casse les os, on peut l'utiliser aussi apparemment pour la manger, ça permettrait d'aider à souder les os. Juste derrière, on a un massif esthétique et on pourrait aussi parler des massifs, des végétaux qu'on utilise. Et là, vous voyez, regardez, tu peux venir zoomer sur celle-là. Là. Pareil, je vous ai montré un désiris là-bas. On en a, ben, je l'ai cassé. On en a un autre ici, de la géométrie, qui est magnifique. Hop, attention, tu fais de l'ombre, tu es dessus là. Voilà, super iris, super couleur. Là, on a un magnifique pavot qui va bientôt fleurir. J'aimerais bien vous le montrer quand il sera en fleur aussi. C'est voilà, c'est vraiment que le début, on est début mai, il y a tout qui va exploser, exploser dans le bon sens, hein. Le potager, les massifs de fleurs, ça va prendre de l'ampleur de plus en plus, il va y avoir beaucoup de choses à montrer. Pour finir, juste après on va s'arrêter. Vous voyez, on a aussi de la vigne le long. Le bord des routes, c'est bien de mettre, enfin nous ici on met de la vigne. Pourquoi? Ben, ça nous permet de cacher la route, hein, et ça nous fait une production qui prend pas beaucoup de place, vous voyez, juste sur un trait, et on a plein de raisins. Là, c'est un raisin plutôt blanc. Il y en a ici, il y en a juste à côté de la serre là-bas. Voilà pour cette deuxième vidéo pour compléter la première. Je voulais faire un peu quelque chose d'1 heure, disons. Je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos. Dans l'idée, comme j'ai dit, donc ça serait de faire le direct là, je pense, dans 1 semaine, 10 jours max. Je vais tenir au jus sur le Facebook et le YouTube. On ferait à peu près dans ce style-là. Et voilà. Bon, mais je pense que c'est cool. Je réfléchis si j'ai encore quelque chose à dire que j'ai pas dit que je voulais vous transmettre. Là, je crois que c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.